le patron de l'ONU en visite au port d'Odessa. L'exportation de céréales ukrainiennes a repris début août. Antonio Guterres souhaiterait augmenter la cadence. La Russie rejette l'appel de l'ONU pour une zone démilitarisée autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de risquer une catastrophe nucléaire. Après les tempêtes meurtrières qui ont traversé l'Europe, une dizaine de morts sont à déplorer sur tout le vieux continent. Le point sur la situation dans ce journal. Des figures du monde littéraire américain se sont réunies ce vendredi à New York pour apporter leur soutien à Salman Rushdie, poignardé la semaine dernière. Le secrétaire général de l'ONU poursuit son séjour en Ukraine avec une étape clé, la visite d'Odessa, principal port ukrainien. L'exportation de produits agricoles a repris début août grâce à l'accord conclu entre l'Ukraine et la Russie, un accord essentiel pour la sécurité alimentaire mondiale. En moins d'un mois, 25 bateaux sont partis d'Odessa et d'autres ports ukrainiens, chargés de céréales et d'autres denrées alimentaires. Au total, ils ont transporté plus de 600 000 tonnes de produits alimentaires, du blé, du maïs, de l'huile de tournesol, du soja. Mais pour le patron de l'ONU, le rythme des transferts reste insuffisant. Alors que l'activité reprend ici, j'en appelle à la solidarité des pays riches pour qu'ils ouvrent leur portefeuille et leur cœur. Après tout, ces exports de céréales ne signifient pas grand-chose pour les pays qui n'en ont pas les moyens. Baisser les prix sur les marchés alimentaires mondiaux ne signifie pas grand-chose si ces prix ne reflètent pas les marchés alimentaires locaux. Pour augmenter la cadence des exportations, la question de la voie maritime reste cruciale. Les céréales ukrainiennes sont également acheminées par train vers la Pologne et la Roumanie, mais les volumes sont nettement inférieurs. Il y a une semaine, le navire Fulmar quittait l'Ukraine avec à son bord 12 000 tonnes de maïs, soit près du double de la capacité du premier train céréalier ukrainien, arrivé jeudi dans la ville roumaine de Galatie. Le blocage d'immenses quantités de céréales en Ukraine depuis le 24 février a provoqué une crise alimentaire mondiale. Une vingtaine de millions de tonnes de grains sont aujourd'hui toujours bloquées dans les silos des ports de la mer Noire. Faut-il craindre un nouveau Tchernobyl ? La question est au cœur du conflit en Ukraine alors que des bombardements quotidiens menacent la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia. L'Organisation des Nations Unies appelle à démilitariser la zone autour de l'usine, inenvisageable pour les Russes. Moscou indique qu'un retrait de ses troupes rendrait l'installation vulnérable aux provocations et aux attentats terroristes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé lui jeudi que l'usine ne devrait pas être utilisée dans le cadre d'opérations militaires. Tout dégât sur la centrale nucléaire de Zaporijjia serait, dit-il, un suicide. Une visite de l'usine par une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique pourrait avoir lieu début septembre. Nous discutons actuellement de cette question avec le secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il est trop tôt pour donner plus de précisions sur les modalités de la mission. Ce sont des sujets très sensibles. Nous discutons et continuerons à discuter de tous les détails relatifs à cette intervention, du nombre de personnes à impliquer, du temps qu'elles passeront dans la centrale et de ce qu'elles y feront. Pour le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, il est urgent que cette visite soit autorisée. Il indique que le risque d'accident met en danger la population de l'Ukraine, mais également celle des pays voisins et de la communauté internationale. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de risquer de déclencher une catastrophe nucléaire. L'usine aurait été frappée 5 fois jeudi, y compris près de l'endroit où les matières radioactives sont stockées. Le cauchemar continue. En Italie, plusieurs régions sont toujours en alerte après les tempêtes meurtrières de ce jeudi. Les intempéries qui ont traversé l'Europe ont fait au moins une dizaine de morts sur tout le continent, dont 2 en Italie, tués par des chutes d'arbres. Ici, en Émilie-Romagne, des nuages noirs et des vents violents ont fait tomber autant de pluie qu'en 6 mois. Le ciel est devenu sombre d'un seul coup. Il a ensuite commencé à pleuvoir. J'ai dit « attendons que ça passe ». Et puis le vent s'est levé et les arbres sont tombés. Des orages violents qui ont frappé la Corse quelques heures plus tôt, causant la mort de 5 personnes. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré dès mercredi prochain. Une aide précieuse face aux nombreux dégâts matériels que certains professionnels ont subis après ces violents orages. Météo France a d'ailleurs été critiquée pour avoir lancé l'alerte orange quelques minutes seulement avant le passage de la tempête.
La préfecture, les préfectures d'ailleurs de Corse ont fait leur travail en alertant tous les responsables économiques et les responsables communaux de ces vents. Simplement, ces vents, on s'attendait, puisque c'était l'alerte de Météo France, autour de 100 km à l'heure, qui étaient des vents violents, mais enfin qui n'étaient pas des vents qui étaient extraordinairement violents, et ils sont arrivés jusqu'à 220 km à l'heure. En Autriche, les secouristes étaient toujours mobilisés ce vendredi après les vents violents et les pluies torrentielles qui se sont aussi abattues sur le pays. Près d'un lac fréquenté au sud, 5 personnes, dont 2 enfants, sont décédées. De nombreuses habitations ont été détruites et près de 5000 foyers sont toujours privés d'électricité. Des figures du monde littéraire américain se sont rassemblées à New York vendredi pour une lecture publique de l'œuvre de Salman Rushdie, en soutien à l'écrivain britannique poignardé la semaine dernière. L'auteur a été invité à suivre l'événement en ligne depuis sa chambre d'hôpital. L'écrivain Paul Auster lui a rendu hommage. Je pense à toi chaque heure de chaque journée depuis une semaine. Je t'aime comme un frère et je chéris l'amitié que nous avons construite ensemble au cours des 30 dernières années. Mon épouse, moi-même et tous les autres écrivains réunis ici ce matin, prions pour que tu sois sur pied d'ici peu et que tu prennes à nouveau la parole pour défendre la liberté, la justice et la tolérance auxquelles toi et nous tous croyons si ardemment. Salman Rushdie avait embrasé une partie du monde islamique avec la publication des versets sataniques en 1988, conduisant l'ayatollah iranien Khomeini à émettre une fatwa réclamant son assassinat. Arrêté immédiatement après les faits, son agresseur, un Américain d'origine libanaise de 24 ans, a plaidé jeudi non coupable de tentative de meurtre et d'agression lors d'une première comparution après son inculpation par un grand jury. La vie derrière les barreaux. El Shafi El Sheikh, membre des cruels Beatles de l'État islamique, a été condamné ce vendredi à 8 peines de prison à perpétuité aux États-Unis. Il a été reconnu coupable pour son rôle dans la décapitation de 4 journalistes et humanitaires américains enlevés en Syrie. Ses avocats ont indiqué leur intention de faire appel. En Finlande, la première ministre Sanna Marin a réalisé un test de dépistage de drogue ce vendredi pour faire taire la polémique. La jeune première ministre de 36 ans est sous le feu des critiques après la publication d'une vidéo d'elle faisant la fête avec des amis. Sanna Marin a réaffirmé n'avoir jamais pris de drogue. Les résultats du test sont attendus dans une semaine et seront rendus publics. Londres quasiment paralysée en raison d'un mouvement de grève dans les transports. Les salariés du secteur réclament des augmentations alors que le Royaume-Uni est touché par une forte inflation. Avec un métro quasiment arrêté, les bus étaient bondés ce vendredi. Récemment, la Poste et les ports ont entamé des grèves. La journée de samedi pourrait être marquée par un mouvement social important dans les trains. Une transhumance avec des brebis le long de la future ligne de métro du Grand Paris. C'est ce qu'ont fait ces randonneurs à la découverte de l'histoire maraîchère de la Seine-Saint-Denis. Ça permet aussi de connaître donc, la richesse de l'Île-de-France, qui on ne connaît pas. Peut-être aussi il y a des préjugés liés souvent à l'habitat, aux gens. Et d'un coup, quand vraiment vous revenez dans ces endroits, vous découvrez vraiment un autre visage. Découvrir l'autre visage de la banlieue, Saclay, Roissy, Chelles, des zones urbaines qui cachent pourtant des trésors naturels dont nous avons besoin. Cette nécessité de se mettre au vert s'est accrue avec le confinement et le réchauffement climatique. Justement, le métro du Grand Paris qui arrive va nous permettre d'accéder à ces espaces verts inconnus. Ce qu'on essaye d'imaginer, c'est des parcours piétons au vert dans les territoires de banlieue entre les futures gares. Le métro, ça sert à aller au boulot, mais ça va aussi servir à aller sur la coulée verte de Stein, dans le parc Valbon à la Courneuve, dans les forêts du 95 et du 93. Et c'est vraiment important de connecter les transports en commun de banlieue à la possibilité d'aller se mettre au vert. Ces marches permettent aussi de rencontrer des producteurs locaux et de mieux connaître leur travail. Selon cet éleveur, les mentalités ont changé ces dernières années. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de monde. Il y a 15 ans, quand je faisais de l'agriculture urbaine, tout le monde dormait dans la salle, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, on a gagné du terrain. Peut-être que dans 15 ans, on pourra parler vraiment d'élevage. Depuis 2018, plus de 4000 personnes ont participé à ces randonnées à seulement quelques kilomètres de la capitale.